Bonjour tout le monde, je m'appelle Mohamed Benkour, je suis professeur d'enseignement supérieur habilité à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d'Agadir, Université Ibn Zor. Je suis avec vous pour présenter les différents aspects concernant la stratégie ou les stratégies industrielles. Ce cours est destiné pour les étudiants de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales et 6 filières économie et gestion, plus précisément les sections B, C, D. Alors, on a déjà entamé, par rapport à ce module, les différents points concernant les stratégies concurrentielles. Et on a vu ensemble les différentes approches de stratégie industrielle. Aujourd'hui, dans la séquence, ou la 4e séquence, nous allons essayer de mettre en exergue ce qu'on appelle les stratégies de développement. Et là, nous allons s'appuyer dans un premier temps, sur l'approche d'Ansoff. Donc, nous allons essayer de mettre l'accent sur ce qu'on appelle les stratégies corporate. Alors, selon l'approche d'Ansoff, pour positionner, pour savoir quelle stratégie de développement l'entreprise va mettre en place, il faut assurer le croisement entre 2 critères, 2 variables. Alors, la première variable, c'est le produit. La deuxième variable, c'est le marché. En d'autres termes, le besoin à satisfaire. Alors, pour la première variable, le produit, alors, soit on parle d'un produit actuel, soit on parle d'un nouveau produit. La même chose pour le marché. Soit on parle d'un marché actuel, soit on parle d'un nouveau marché. Alors, le croisement de ces 2 variables, produit-marché, va mettre en lumière 4 situations ou 4 stratégies. La première, la deuxième, la troisième et la 4e. Alors, la première stratégie, c'est ce qu'on appelle la stratégie de pénétration. C'est une stratégie qu'on applique dans le cas où on parle d'un produit et d'un marché. Donc, un produit actuel et un marché actuel. Donc là, on a un seul produit et un seul marché. C'est la stratégie de pénétration. Je vais l'expliquer davantage par la suite. Deuxième stratégie, c'est la stratégie d'expansion. Donc, la caractéristique de la stratégie d'expansion, on parle d'un produit actuel et d'un nouveau marché. Alors là, l'entreprise va aller au-delà du marché actuel. Donc, il va tout simplement toucher d'autres marchés. Donc, un seul produit, mais avec des marchés différents. C'est ce qu'on appelle l'extension de marché ou tout simplement la stratégie d'expansion. Troisième position ou troisième situation stratégique, c'est dans le cas où on parle de nouveaux produits, mais toujours d'un marché actuel. Donc là, développement de produits. L'entreprise, elle maintient son marché, un seul marché, mais plusieurs produits. On développe le produit. C'est la stratégie d'innovation. C'est la stratégie d'innovation. Et la dernière stratégie, dans le cas où on a plusieurs produits et plusieurs marchés, c'est la stratégie de diversification. Donc, selon l'approche d'Ansoff, on peut avoir 4 voies de développement stratégique. Tout dépend tout simplement du nombre de produits et nombre de marchés dans lesquels l'entreprise opère. Pénétration, extension, expansion, innovation et diversification. Nous allons commencer par la première stratégie, à savoir la pénétration de marché. Alors, c'est quoi la principale caractéristique de cette stratégie? Regardez bien. C'est une stratégie qu'on applique dans le cas où on a un seul produit par rapport à un seul marché. C'est-à-dire que là, l'entreprise, elle focalise tous ses efforts sur un seul produit au niveau d'un seul marché. Donc, dans ce cas-là, l'entreprise, elle met en place un effort d'investissement, de concentration, voire même de spécialisation. Donc là, c'est beaucoup plus une stratégie qui tend vers la spécialisation. On l'applique pour les entreprises ou les activités naissantes. Les entreprises qui viennent de voir le jour, qui viennent d'être créées, on se concentre sur un marché avant bien sûr d'aller à d'autres marchés, voire même de développer d'autres produits. Donc, pour appliquer une telle stratégie, l'entreprise, elle concentre ses ressources autour d'un seul objectif. C'est quoi cet objectif? C'est mieux se positionner dans ce marché, d'ailleurs le seul marché dans lequel j'opère,
tout en mettant en place un seul produit. Un seul produit. C'est-à-dire que là, l'entreprise se spécialise en termes de production, en termes d'activité. Donc, la concentration des ressources autour d'un objectif, tout simplement, mettre en place ce produit, mettre en place les compétences et le savoir-faire dont dispose l'entreprise pour mieux positionner dans ce marché. Alors, cette stratégie ne présente pas souvent une certaine complexité, n'est pas très complexe. Pourquoi? Parce que le fait qu'on est spécialisé en termes de produits, voire même en termes de marché, l'entreprise peut focaliser tout l'effort, ou tout son effort par rapport à cet objectif, ou par rapport à cette situation. Quels sont les avantages de cette stratégie? Le fait d'avoir un produit et un marché. Alors, premièrement, concentration des efforts sur un choix, un seul choix, et sa mettre en place, sa mise en œuvre. Donc, concentrer les efforts de l'entreprise par rapport à la mise en place des choix stratégiques mis en place, à savoir un produit et un marché. Dans ce cas-là, l'entreprise peut développer une image de spécialiste par rapport à ce produit. Donc là, ça peut agir sur sa notoriété. Étant donné qu'il a un seul produit et un seul marché, automatiquement, on attribue la qualité de spécialiste à cette entreprise ou à cette structure. Ça permet à l'entreprise d'améliorer la qualité des produits dans le sens où on concentre tous nos efforts, toutes les ressources et les compétences par rapport, bien sûr, à cet objectif ou par rapport à ce produit marché. Aussi, lorsqu'on parle de coûts, on peut mesurer et on peut maîtriser la structure des coûts. Le sens d'action, il est simple, il est clair, et on peut le modéliser et automatiquement on peut le maîtriser. Aussi, un élément très important, c'est qu'en mettant en place une stratégie de pénétration, l'entreprise peut nouer des relations assez poussées avec sa clientèle. Étant donné qu'on a une clientèle par rapport à un seul produit, on peut être toujours à l'écoute de cette clientèle et automatiquement, on peut développer notre image et fidéliser davantage cet acteur. Les inconvénients. Alors, malgré le fait que concentrer les ressources, les compétences par rapport à un produit et marché, c'est une bonne chose dans le sens de synergie, dans le sens d'efficience et d'efficacité, quand même cette stratégie présente des inconvénients. Cette stratégie présente des inconvénients. Alors, concentration d'une activité principale sur la quasi-totalité des ressources crée un danger de spécialisation. Donc, lorsqu'on est trop spécialisé et l'environnement change ou avec des menaces de l'environnement, on réagit difficilement. Surtout lorsqu'on est obligé, on est amené à toucher d'autres marchés, voire même à toucher ou à produire d'autres produits. Et dans ce cas-là, notre capacité de réaction, de réactivité, elle est limitée. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a cette logique de spécialiste et cette logique, elle handicape, entrave à un certain niveau notre degré et notre flexibilité. Aussi, lorsqu'il y a l'apparition des nouvelles technologies et l'entrée des concurrents puissants, ça nous handicape. C'est un risque. Pourquoi? Parce qu'on a un seul produit et on a un seul marché. Et si ça ne marche pas dans ce marché par rapport à ce produit, alors là, l'entreprise va avoir vraiment des difficultés en termes d'existence et de survie. Parce qu'il n'a pas d'autres solutions, il n'a pas d'autres choix qui vont tout simplement absorber le choc lié au changement de son domaine d'activité. Donc, la stratégie de pénétration, c'est une stratégie qui va permettre à l'entreprise d'être un spécialiste, ça c'est sûr. De se concentrer sur un marché avec un seul produit. On développe une image de spécialiste. On devient plus efficient. On s'appuie sur notre savoir-faire, voire même notre capacité d'apprentissage, l'effet expérience. Mais si jamais il y a un changement du marché, si jamais il y a la montée de concurrence ou l'arrivée des concurrents plus puissants, si jamais carrément la structure de concurrence change, on tend vers d'autres marchés, d'autres produits, l'entreprise aura des difficultés à réagir positivement dans ce sens. Donc la spécialisation dans le sens de la pénétration
parfois peut freiner l'évolution d'entreprise par rapport, bien sûr, à d'autres marchés ou vis-à-vis des autres environnements et d'autres opportunités. Alors, dans ce cas-là, l'entreprise, pour éviter ces inconvénients, l'entreprise, elle doit analyser en permanence les opportunités et les menaces de son environnement afin d'évaluer et de mesurer l'évolution, les tendances futures en termes d'opportunités, en termes d'action. Donc, quelle solution par rapport à ces inconvénients? L'entreprise, elle sait très bien que être spécialiste, ce n'est pas quelque chose qui est facile à gérer à long terme. Parce qu'on doit toujours être mieux placé que la concurrence. On doit toujours faire mieux que la concurrence. On doit toujours développer cette idée ou cette image de spécialiste ayant un avantage concurrentiel par rapport aux autres. Mais comme je viens de le dire, la stratégie de pénétration présente un grand problème lorsque le changement de l'environnement s'impose. Donc, comme solution, l'entreprise, il doit analyser en permanence les opportunités et les menaces afin de faire évoluer son portefeuille d'actifs, à savoir ressources et compétences. C'est-à-dire là, l'entreprise doit être en écoute active vis-à-vis de son environnement. Elle doit être vigilante par rapport à l'environnement. Elle doit être capable de mesurer les opportunités et les menaces de l'environnement et surtout d'anticiper, de prévoir l'évolution de ces opportunités et menaces. Deuxième stratégie, c'est l'expansion du marché. C'est la stratégie d'extension. Alors, lorsqu'on parle d'expansion du marché, la logique stipule que l'entreprise, avec le produit actuel, elle va toucher d'autres marchés. Donc là, c'est le nombre de marchés qui va augmenter. Donc l'entreprise, elle maintient des positions sur le marché actuel tout en s'aventurant sur des nouveaux marchés avec les mêmes produits. Donc voilà, je ne vais pas quitter le marché actuel. Je vais maintenir ma position dans ce marché. Moi-même, je vais la consolider et la développer. Mais en même temps, je dois toucher d'autres marchés avec toujours les mêmes produits. Donc, c'est le nombre de marchés qui augmente dans ce cas-là. Donc, s'il vous plaît, lorsqu'on parle de stratégie d'expansion, entrez sur de nouveaux segments de marché d'origine. L'entreprise, elle cible des nouveaux segments parce que peut-être elle juge ces segments attractifs et en même temps, elle a la capacité pour mieux se positionner dans ce segment ou ces segments. L'entreprise peut exploiter tout simplement les nouvelles utilisations du produit. Dans le cas où le produit il présente quelques spécificités techniques qui vont lui permettre tout simplement de mieux se positionner dans d'autres segments, dans d'autres marchés. Donc c'est une façon, une manière qui va permettre à l'entreprise tout simplement de toucher d'autres segments. Accès à de nouveaux réseaux de distribution et surtout lorsqu'entreprise elle assure une stratégie de positionnement ou de déploiement dans d'autres zones géographiques. Donc la logique elle est simple. L'entreprise maintient sa position actuelle dans le marché actuel et elle cherche à développer des nouveaux marchés. Attention, on ne développe pas des nouveaux marchés par des nouveaux produits, mais par toujours le même produit. Donc on ne change pas de produit, mais on améliore, on augmente le nombre de marchés ciblés et touchés par l'entreprise. Donc, généralement, cette stratégie, on l'applique dans le cadre des secteurs ayant une forte intensité capitalistique. C'est-à-dire quoi? C'est dans le cas où l'actif spécifique elle est très important. Donc là, l'entreprise, elle va constater que, surtout lorsqu'on constate que le produit accepte difficilement une évolution, ou c'est très difficile de mettre en place des produits ou des nouveaux produits par rapport au marché actuel, l'entreprise elle aura tendance tout simplement à préférer cette stratégie. Dans ce cas-là, au lieu de développer le produit, d'améliorer les spécificités techniques du produit, voire même d'assurer une action d'innovation, l'entreprise elle maintient le produit actuel parce qu'il y a une certaine complexité technique peut-être par rapport à ce produit et par la suite, il peut voir des nouveaux marchés. Dans ce cas-là, la stratégie d'internationalisation est souvent la stratégie préférée par les entreprises dans ce sens. Pourquoi? Parce qu'on essaye de toucher des marchés beaucoup plus importants en termes de taille et en termes de volume.
Mais attention, internationalisation fait référence aux dangers culturels et aussi à la notion de la société, changement social et économique. Alors, troisième stratégie, c'est la stratégie d'innovation. Le terme l'indique avec pertinence. Innover, innovation. Donc l'entreprise, il maintient le marché actuel, mais en même temps, il développe le produit. C'est-à-dire là, il met en place une action d'innovation par rapport à ce produit. Généralement, on l'associe à une stratégie de développement produit dont l'objectif, c'est accompagner l'évolution des besoins de consommateurs en mettant l'accent sur les spécificités de ce produit. Donc, l'entreprise peut mettre en place des nouveaux produits suite à l'innovation. Donc attention, le marché est le même, mais ce qui va changer, c'est le nombre de produits. L'entreprise, elle va mettre en place des produits en s'appuyant sur l'innovation. Donc, l'innovation peut agir sur trois aspects en termes d'action. Donc, l'innovation peut avoir l'impact à 3 niveaux. D'abord, la structure de la concurrence. Donc, suite à l'action d'innovation, l'entreprise peut constater la montée en puissance de la concurrence. Comme d'ailleurs, l'entreprise peut améliorer sa position et sa compétitivité en proposant des nouveaux produits ou des produits innovants. Croissance. L'entreprise peut constater des nouveaux segments d'activité avec création des nouveaux besoins. Donc, dans ce cas-là, l'entreprise sera dans l'obligation d'accompagner une telle logique, de suivre cette logique. Donc, il doit produire davantage des produits innovants et doit mettre l'accent sur ce processus d'innovation. Troisième élément, la position concurrentielle. L'entreprise, en termes d'avantages, il peut se positionner davantage comme étant un acteur différent. Donc là, on met en place une stratégie de différenciation. Quels sont les avantages de l'innovation? Alors, l'innovation présente plusieurs avantages. D'abord, l'innovation peut agir sur la réputation et l'image. L'innovation, elle peut agir sur la réputation et l'image. Plus on met en place des actions innovantes, plus ça renforce notre notoriété et notre image. La possibilité de choisir le meilleur positionnement. Alors, si on est les premiers à mettre en place une innovation, ça nous positionne davantage comme étant un acteur très important dans le secteur d'activité. Donc, automatiquement, on peut choisir et on peut avoir une bonne position concurrentielle. Ça peut aussi créer ce qu'on appelle un leadership technologique. On est les premiers à innover, on est parmi les premiers acteurs à mettre en place ce processus d'innovation. Aussi l'effet d'expérience, sans oublier que grâce à l'innovation, les barrières à l'entrée sont de plus en plus importantes. Donc, quelles sont les stratégies d'innovation qu'on peut mettre en place? Une entreprise qui veut développer son produit, elle doit choisir l'une des 4 stratégies suivantes. Parfois, ça dépend de la capacité de l'entreprise, parce que parfois, on n'est pas dans vraiment une logique de choix. Parfois, l'entreprise est imposée. Ça dépend de ses compétences, ça dépend de ses ressources. Donc, il faut me dire que l'entreprise, dans ce cas-là, doit mettre en place un processus d'innovation et ce processus, selon la structure, selon la taille d'entreprise, peut suivre l'une de ces 4 stratégies. Soit une stratégie d'innovation offensive, soit une stratégie d'innovation défensive, soit une stratégie d'innovation de blocage, soit tout simplement une stratégie d'innovation intensive. Alors, la première stratégie d'innovation offensive. Alors, c'est clair. Offensive, ça signifie quoi? Que l'entreprise est le premier acteur qui lance cette innovation. C'est le premier qui innove sur le marché. Alors, automatiquement, ça va agir positivement sur son image, sa notoriété et tout simplement, ça positionne dans le marché comme étant un acteur ou un leader de taille. Donc, les objectifs, généralement, c'est influencer, assurer une influence sur les préférences des clients. Et ce n'est pas toujours facile à mettre en place parce qu'il faut que l'innovation soit quand même une innovation pertinente. Alors,
l'entreprise, dans ce cas-là, est la première à mettre en place, à introduire l'innovation sur le marché. Donc là, ça dépend de la capacité de l'entreprise, ça dépend des ressources de l'entreprise, ça dépend aussi de l'existence d'un département de recherche et développement. Deuxième stratégie, c'est la stratégie défensive. Le terme l'indique avec pertinence. Alors, l'entreprise, qu'est-ce qu'il fait ici? Il va introduire une innovation après avoir constaté qu'un concurrent a introduit une innovation similaire. Donc, l'entreprise, en quelque sorte, il ne va pas agir comme le cas de l'innovation offensive, mais il va réagir. Donc là, il y a une logique action-réaction. Tout simplement, l'entreprise, elle essaie de se défendre. Le terme l'indique avec pertinence, défensive, se défendre. Mais parfois, les entreprises font ce choix parce qu'ils cherchent à pousser le premier à affronter les incertitudes de marché. Donc, automatiquement, ils constatent comment le marché va réagir par rapport à cette innovation et sur la base de ça, ils peuvent apporter d'améliorations et mettre en place cette innovation et là, ça va être beaucoup plus important en termes de positionnement. Donc, ils vont tout simplement apprendre des erreurs des autres. Donc, dans ce cas-là, la stratégie défensive se vend, c'est un choix délibéré par l'entreprise afin de mesurer la réaction du marché vis-à-vis des actions innovantes ou des actions d'innovation précédentes. Stratégie de blocage, c'est dans le cas où l'entreprise elle essaie de mettre en place une stratégie d'innovation qui va bloquer tout processus d'imitation et voire même de positionnement des concurrents. Donc là, il bloque voire même la concurrence en mettant en place ces stratégies d'innovation. Donc, il vise à protéger l'innovation des imitations et de l'entrée de nouveaux acteurs sur le marché. Mais pour avoir une telle stratégie de blocage, il faut vraiment que cette innovation soit très significative, très importante. Et là, pour avoir profiter d'une telle situation, l'entreprise doit disposer de personnel très qualifié, très compétent, des ressources spécifiques. Mais en même temps, il faut avoir une propriété intellectuelle par rapport tout simplement à cette innovation. Donc l'entreprise va défendre son innovation et en même temps va bloquer l'imitation et l'arrivée des nouveaux entrants. Dernière stratégie, c'est la stratégie intensive. La stratégie intensive, il fait référence au nombre d'actions d'innovation entreprise et mises en place par l'entreprise. C'est-à-dire quoi? Là, c'est l'introduction répétée à un rythme régulier de produits innovants. C'est-à-dire que l'entreprise va essayer de mettre en place toujours et de façon continue des actions d'innovation. Ça dépend de la capacité de l'entreprise, ça dépend aussi de l'approche développée par l'entreprise. Est-ce qu'on est dans une approche action, une approche réaction, voire même une approche proactive? Donc, la stratégie d'innovation, comme je viens de dire, c'est une stratégie qu'on applique dans le cas où on développe des nouveaux produits. Donc attention, le marché est le même. On est toujours dans le même marché. Mais dans ce marché, on essaie de proposer des nouveaux produits qui vont permettre aux consommateurs de satisfaire leurs besoins. Donc il y a une certaine évolution, un meilleur positionnement dans ce marché en termes de caractéristiques de produits par rapport à la satisfaction de besoins. Maintenant, nous allons voir quatrième stratégie, à savoir la stratégie de diversification. Le terme l'indique avec pertinence, diversification, diversifier. Alors ça signifie quoi? On parle ici à la fois de nouveaux marchés et nouveaux produits. L'entreprise, en même temps, elle augmente le nombre de produits proposés et le nombre de marchés dans lesquels elle opère. Donc là, on parle d'un mouvement stratégique qui va permettre à l'entreprise de changer carrément son domaine d'activité stratégique. Donc là, on n'est plus dans le même domaine, mais on passe à d'autres domaines. Donc là, la logique, elle est claire. Donc, on n'est plus dans une approche de spécialiste. On est plus dans une approche de spécialisation. On est dans une autre approche, à savoir la diversification. Avoir plusieurs produits, peut-être vis-à-vis de plusieurs marchés. Donc, comme je viens de l'expliquer, la stratégie de diversification
concerne tout simplement le cas d'une entreprise qui a plusieurs produits et qu'elle s'intéresse à plusieurs marchés. Donc, pourquoi une telle stratégie? L'objectif derrière la stratégie de diversification, c'est dans un premier temps limiter les risques associés à la stratégie de spécialisation. Le fait que l'entreprise se spécialise soit à travers la stratégie d'expansion ou de pénétration limite les chances de l'entreprise en termes d'évolution, surtout lorsque le marché il est instable et il représente des difficultés en termes de fonctionnement. Et surtout lorsqu'il y a des turbulences et des évolutions qui sont menaçantes pour l'entreprise, dans ce cas-là, la stratégie de spécialisation présente une grande limite pour la structure et pour l'entreprise. Donc, il faut mettre en place une stratégie de diversification pour limiter ces risques. Et en d'autres termes, on va essayer de répartir le risque sur plusieurs produits, voire même sur plusieurs marchés. La première stratégie, à savoir la stratégie de spécialisation, il ne faut pas oublier qu'on a un seul produit. Peu importe le nombre de marchés, soit un seul marché, pénétration, soit plusieurs marchés, expansion. Dans la stratégie de spécialisation, l'entreprise ne peut pas répartir le risque parce qu'on a un seul produit. Mais dans le cas de la diversification, plusieurs produits, plusieurs marchés, on peut répartir le risque sur plusieurs couples produits-marchés. Et ça, c'est un élément qui est positif pour l'entreprise. Donc, automatiquement, l'entreprise, parfois, elle est poussée à mettre en place une telle stratégie. Parfois, c'est un choix dans le sens d'évolution, mais parfois, c'est le marché, la situation de l'entreprise, la situation concurrentielle qui va pousser l'entreprise tout simplement à évoluer vers une approche de diversification. Exemple, stagnation des produits traditionnels. Dans le cas où le produit ou les produits traditionnels de l'entreprise stagnent en termes de chiffre d'affaires, voire même on constate un certain déclin. Alors dans le cas où on constate un déclin, l'entreprise doit se positionner davantage par rapport aux activités futures. Qu'est-ce qu'il doit faire? Et là, le choix, généralement, c'est mettre l'accent sur des nouvelles activités, des nouveaux produits et des nouveaux marchés. Donc, le marché actuel stagne, il faut trouver une alternative en termes d'évolution. Deuxième élément, meilleure répartition du risque. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, donc une activité présente un risque, ce risque on peut le répartir sur l'ensemble des activités. Il ne faut pas aussi oublier un élément très important, lorsqu'une activité elle est rentable, elle génère des profits assez intéressants pour l'entreprise, cette rentabilité et ces profits, on peut les utiliser dans d'autres activités au couple produit-marché. Et généralement aussi, les ressources dégagées par les produits de base sont plus que suffisantes. Lorsque l'entreprise, tout simplement, constate que le marché traditionnel ou le couple produit-marché traditionnel va permettre à l'entreprise ou il permet à l'entreprise de réaliser des bénéfices assez importants. On essaie donc d'utiliser cet argent, ces ressources dans d'autres activités. Donc, nous allons voir deux types de diversification. Il y a ce qu'on appelle la diversification concentrique et ce qu'on appelle la diversification conglomérale. Alors, la première, diversification concentrique. Alors, le terme l'indique avec pertinence, il y a un lien, il y a une concentration. Donc, les nouveaux développements conservent un lien avec les activités traditionnelles. C'est-à-dire que l'entreprise, elle essaie de mettre en place une activité et à travers cette activité, ayant déjà le lien ou la relation avec ces activités existantes, on peut profiter de la synergie. Donc là, l'entreprise ne va pas s'éloigner de son activité de base. Il va mettre en place d'autres activités, peut-être ayant des liens, peut-être des liens technologiques, des liens en termes de distribution, des liens en termes de matières premières. L'essentiel, il y a des points communs qui vont permettre à l'entreprise de mettre en place cette diversification liée au concentrique. Donc là, l'entreprise, elle fait appel à des compétences clés de base pour pénétrer des nouveaux marchés. Donc, on a déjà ces compétences, on a déjà ce savoir-faire. Ce que nous allons faire, c'est de profiter de ce savoir-faire pour pénétrer ce marché. Donc,
l'activité que je suis en train de mettre en place ou le produit que je suis en train de fabriquer. Donc, il est déjà positionné sur le marché. Et pour pénétrer un nouveau marché, je peux m'appuyer sur mon savoir-faire, mes compétences et les ressources déjà disponibles. Donc, la diversification concentrique ou liée, donc on développe de nouvelles activités ayant des points communs avec les activités existantes déjà. Et là, on peut mettre en place deux sens ou deux formes de diversification concentrique, à savoir la diversification en termes d'intégration verticale et en termes d'intégration horizontale. Alors, l'intégration verticale, alors chaque fois qu'on parle d'intégration verticale, on parle de la filière. Intégration en amont ou intégration en aval. Donc, l'intégration, elle désigne le développement vers des activités tout simplement qui se trouvent dans la filière, que ce soit en amont et en aval. Donc là, c'est très important de comprendre que je suis dans la logique filière. Donc, l'intégration vers l'amont. Alors, elle consiste tout simplement en un développement vers des étapes situées en amont de l'entreprise. C'est-à-dire que là, l'entreprise se positionne par rapport à son fournisseur ou par rapport à ses fournisseurs. Donc là, peut-être l'entreprise va être son propre fournisseur en termes de matières premières. Donc, l'essentiel ici, c'est que par rapport à la filière, l'entreprise, elle se positionne en termes d'activité vers l'amont. Surtout les entreprises ayant des difficultés en termes de négociation avec leurs fournisseurs, pour réduire le pouvoir de ces négociations, elles essaient tout simplement de se positionner en amont. Vers l'aval, c'est l'inverse. C'est dans le cas où l'entreprise elle essaie de se positionner, d'assurer une intégration vers l'aval, c'est-à-dire là, vers des activités avancées. Donc, l'entreprise peut être là, elle se positionne soit en tant que distributeur. Par exemple, une entreprise, elle assure la production d'un bien et entre la production et l'acte de vente, il y a le réseau de distribution. Dans ce réseau de distribution, il y a des intervenants. Et ces intervenants développent un pouvoir de négociation très important, ce qui se répercute négativement sur les marges bénéficiaires de l'entreprise. Dans le cas de l'intégration en aval ou vers l'aval, c'est tout simplement l'entreprise, elle développe son propre réseau de distribution. Donc là, automatiquement, peut-être, il va carrément changer de métier. Donc, il va peut-être mettre en place un métier de transport. Mais ce métier est en relation directe avec ses activités, avec son cycle d'exploitation. Donc, voilà, s'il vous plaît, la notion d'intégration en aval. Donc, automatiquement, l'entreprise peut assurer ses actions, soit en termes de distribution, soit en termes d'activité de service après-vente, et ainsi de suite. Alors, l'avantage de l'intégration, c'est contrôle d'approvisionnement, contrôle des marchés, accès à l'information, la réduction des coûts, parce que là, si je suis positionné dans la filière, ou mieux positionné dans la filière, je peux gagner en termes de coûts de distribution, je peux développer mes capacités, répartir le risque et mieux utiliser les ressources. Donc, la stratégie d'intégration présente des avantages assez importants pour l'entreprise. Il faut juste savoir comment tirer profit d'une telle stratégie d'intégration. Parce que quand même, le fait de se positionner vers l'amont ou vers l'aval va nécessiter de la part d'entreprise certaines maîtrises de quelques aspects, de quelques savoir-faire dans ce sens. Alors, l'intégration horizontale. Alors, tout à l'heure, on a parlé de l'intégration verticale, on parle de la filière. L'intégration horizontale, c'est tout simplement, dans le cas, c'est une approche qui consiste en un développement vers des activités qui sont concurrentes ou complémentaires par rapport aux activités existantes. Alors la filière, c'est clair. Je suis dans une approche fournisseur-client, avant et après, amont et aval. Lorsqu'on parle de l'intégration horizontale, on est dans le cadre de l'activité concurrente ou l'activité complémentaire. Donc là, l'entreprise, il va assurer une intégration soit vers des activités concurrentes, soit vers des activités complémentaires. Et là, attention, toujours par rapport aux activités existantes. Alors, cette approche, elle est très importante pour les entreprises qui cherchent à mieux se positionner dans le marché et surtout à améliorer et à renforcer leurs capacités stratégiques. Donc, l'intégration horizontale, elle est très importante, surtout lorsqu'il existe une synergie.
Et lorsqu'on parle de synergie, on s'appuie sur la chaîne de valeur. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'il faut qu'il y ait une paire d'assises pour cette intégration horizontale. Donc là, bien sûr, les entreprises généralement mettent l'accent sur ce qu'on appelle un PVOO. Alors, lorsqu'on parle de PVOO, de diversification, on parle de quoi? Ce PVOO peut être commercial. Dans le cas où l'entreprise, elle maîtrise par exemple un réseau de distribution, donc il peut exploiter ce réseau de distribution pour présenter d'autres produits. Donc là, lorsque l'entreprise, elle maîtrise un réseau de distribution, et là, elle peut proposer dans ce réseau de distribution des produits qui peuvent être différents. On peut parler, le PVOO peut être aussi technologique. Alors, lorsqu'une organisation propose des gammes ou toute une gamme de produits qui font ou qui reposent sur une technologie commune, comme ça peut être aussi, le PVOO peut également être constitué par une compétence. Alors, dans le cas où on maîtrise une compétence par rapport à l'exploitation d'un système ou par rapport à la transformation d'un produit. Donc, l'intégration horizontale, elle est très importante. On s'appuie sur une synergie interne, une synergie soit technologique, soit une synergie commerciale, soit une synergie organisationnelle, pour pénétrer tout simplement, pour se positionner des activités complémentaires et des activités concurrentielles. Alors, deuxième typologie de la diversification, on a vu la diversification concentrique liée. Maintenant, nous allons mettre l'accent sur la deuxième typologie, à savoir la diversification conglomérale. Alors, conglomérat, ça signifie quoi? Tout simplement, on assure une diversification par rapport à des activités qui ne représentent aucun point commun avec les activités existantes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de relation avec les activités existantes. Par contre, la diversification concentrée, non, on développe des nouveaux produits, des nouveaux marchés, mais par rapport à des activités qui existent déjà. Et sinon, donc là, on essaie de mettre en place des activités n'ayant aucun lien avec les activités ou avec le métier existant. Donc, tout simplement, on essaie de mettre en place d'autres chaînes de valeur ou d'autres approches de valeur n'ayant aucune relation avec la chaîne de valeur existante déjà. Donc, le problème par rapport à c'est vrai que cette stratégie de diversification pose toujours question parce que parfois l'entreprise change carrément de métier, parce qu'on peut naître parfois des secteurs qui sont tout à fait différents du métier de base, et là ça crée un problème en termes de culture d'entreprise, en termes d'identité de l'entreprise, mais aussi en termes de cohérence stratégique par la suite. Donc là, il faut mieux se positionner en termes d'identité, en termes de vision, en termes de mission, avant de mettre en place une telle stratégie. Alors, l'avantage, c'est clair, on a cette notion d'équilibre financier, on essaie de répartir le risque, on essaie parfois d'échapper à la saisonnalité d'une activité ou d'une industrie, donc on se positionne dans d'autres activités, on essaie d'exploiter des ressources, des compétences qui sont sous-utilisées. Alors, tous ces éléments-là sont des points positifs, mais à mon sens, il y a un grand risque, c'est que lorsqu'on touche un métier ou une activité qui ne relève pas de notre domaine de compétences, on peut tout simplement commettre des erreurs en termes de décision, voire même en termes d'évolution. Alors, chaque fois qu'on parle de diversification, l'entreprise, parfois, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut faire le choix de diversification parce qu'elle a une vision dans ce sens, mais parfois le contexte la pousse à mettre en place une telle stratégie. Alors, dans ce cas-là, nous allons voir 4 formes de diversification qui sont souvent dictées par l'état des lieux. On peut parler de diversification de placement, de redéploiement, de confrontement et de survie. Alors, regardez bien s'il vous plaît. Ici, on a 2 logiques. On a la position concurrentielle sur le segment et on a l'attrait de segment par rapport, bien sûr, à une activité. Soit l'attrait est faible ou fort, soit la position elle est forte ou faible. Alors, dans le cas où la position concurrentielle de l'entreprise est forte, et en même temps, le secteur il est attractif. On parle d'une diversification de placement. Alors, le terme placement, ça signifie quoi? C'est tout simplement les flux générés, la liquidité générée par les activités existantes, on va les injecter dans d'autres activités. Alors, diversification
de redéploiement dans le cas où la position concurrentielle elle est forte et l'attrait du segment sont faibles. Dans ce cas-là, l'entreprise doit assurer un redéploiement de ses activités. Et la diversification de comportement et de survie. Alors la première approche, c'est la diversification de placement. Alors elle concerne les entreprises qui tirent profit, comme je viens de l'expliquer, de la situation actuelle. Donc on a une bonne position concurrentielle très forte et on a, soi-disant, une attractivité assez significative de marché actuel. Donc automatiquement, l'entreprise elle est bien positionnée. Alors qu'est-ce qu'il fait? Automatiquement, elle essaie d'injecter l'argent suite à un excédent de liquidité. L'argent, la liquidité que j'ai, je vais l'injecter autrement ou dans d'autres secteurs. C'est ce qu'on appelle la diversification de placement. Je tire profit de ma situation. Deuxième, diversification de redéploiement. Alors dans ce cas, l'entreprise a une forte position concurrentielle, mais ce segment, elle est vieillissant. C'est-à-dire qu'à un certain moment, on va constater que ce segment affiche une situation de déclin. Et dans ce cas-là, l'entreprise, elle doit tout simplement mettre en place une stratégie qui va lui permettre d'assurer la continuité de son activité. Donc c'est clair, à terme, ce segment va être plus rentable parce qu'il va afficher tout simplement une situation de déclin. Et dans ce cas-là, je dois quand même mettre en place une stratégie de diversification vers d'autres activités, d'autres produits, voire même d'autres segments. Diversification de survie, le terme l'indique avec pertinence, c'est dans le cas où l'entreprise se trouve dans une situation difficile. La position concurrentielle elle est faible et le marché ou l'attractivité du marché elle est faible. Donc là, la situation elle représente un danger pour l'entreprise. Ce qu'il faut faire dans ce sens, c'est que l'entreprise doit assurer une diversification de survie, chercher d'autres activités, d'autres produits pour assurer sa survie. Diversification de confrontement, c'est dans le cas où l'entreprise doit mettre en place tout simplement des activités complémentaires. C'est-à-dire là qu'on constate que en termes de position concurrentielle, on est entre une position forte ou une position faible. La même chose pour l'attractivité du marché. Là, l'entreprise elle doit tout simplement mettre en place des activités pour renforcer notre situation actuelle. Des activités différentes, bien sûr. On est toujours dans l'objectif de diversification. Donc, pour réussir une stratégie de diversification, qu'est-ce qu'il faut faire? Ou quels sont les éléments sur lesquels il faut s'appuyer? Premièrement, il faut minimiser le risque d'une mauvaise évaluation de la situation. Alors, en s'appuyant sur quoi? D'abord, il faut mesurer la taille réelle du marché. Donc, avant de pénétrer un nouveau marché, il faut mesurer la taille, l'attractivité, la rentabilité par rapport à ce marché. Aussi, il faut mesurer les attentes des clients potentiels. Donc, est-ce que je peux satisfaire les attentes de ces clients? Est-ce que je peux satisfaire les besoins de ces clients? Je peux pénétrer un marché, mais si l'offre que je présente n'est pas compatible avec l'attente, avec le profil de consommateur, dans ce cas-là, je risque tout simplement de perdre. Aussi, il faut mesurer la concurrence, évaluer l'intensité concurrentielle, la menace des nouveaux entrants. Alors, plus la concurrence est importante dans un marché par rapport à un produit, automatiquement, plus le risque se présente pour l'entreprise. Parce que je vais pénétrer un marché qui affiche déjà une rivalité très significative et pour moi, ça peut être tout simplement un élément négatif. Aussi, l'entreprise doit mesurer tout simplement les coûts liés à son système d'exploitation, son système de distribution. Sans oublier bien sûr le fait que l'entreprise doit évaluer l'existence d'une synergie commerciale. Il peut s'appuyer sur son image, sur l'identité, sur l'image de marque pour tout simplement développer les nouvelles activités ayant fait l'objet de diversification. Donc voilà en quelque sorte la notion de diversification, comment elle se présente pour une entreprise. Merci pour votre attention.